encore une fois, il y a un tabou sur la maternité, il y a un tabou sur les accouchements compliqués. On nous dit brièvement, oui, bon, voilà, chaque accouchement est différent, il peut y avoir des petites choses qui se passent mal, mais de là à nous dire que vraiment, on peut déjà, encore en 2022 et encore maintenant, en 2026, accoucher sous anesthésie générale, ça, nous en parle pas. Non. Quand je suis allée voir du coup l'anesthésiste pendant ma grossesse pour vérifier que tout est OK au niveau de mon dos, etc., elle m'a dit, il y a possibilité du coup au niveau de la péridurale que ce soit pas forcément, ça se passe pas bien, on peut mettre des rachis, machin. Elle a dû brièvement passer peut-être anesthésie générale, mais je pense que ça a dû durer 1 seconde quand elle l'a dit et ça s'est arrêté là. Jamais, vraiment jamais pendant ma préparation d'accouchement, pendant ma grossesse, on m'a parlé d'une anesthésie générale. Et c'est ça qui a été vraiment le plus dur d'accepter. OK, on part en césarienne, ça, il n'y a aucun souci. Je l'entends, c'était aussi pour le bien et pour la vie de mon fils comme pour moi, parce qu'on était tous les deux vraiment dans un état. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine, en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici, tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici, ta parole compte. Elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Audrey. Bonjour. Bienvenue sur Casse & Pause. Merci. Ça fait plaisir de te voir, on se connaît sur un autre registre. C'est ça. On peut peut-être pas rentrer dans les détails de pourquoi, mais nous on sait pourquoi. Voilà, c'est ça. Et je suis très contente de t'avoir là. Tu vas venir parler d'un autre sujet aujourd'hui, puisqu'on a eu pas mal de sujets sur cette 2e saison. Et on va parler de ton accouchement, mais je te laisse nous raconter d'abord qui tu es et pourquoi tu es là. Ok. Donc moi c'est Audrey, j'ai 29 ans et je suis maman d'un petit garçon qui se nomme Robin, qui est né du coup en novembre 2022, donc avec un petit accouchement compliqué. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, comme je te disais tout à l'heure, la question que je pose souvent, comment tu te sens aujourd'hui ? Super bien, j'ai hâte, donc franchement, je sens très bien. Trop bien. Alors bon, cette question-là de suspense, de quoi tu vas nous parler, cet accouchement compliqué. Donc, Robin, la grossesse de mémoire, ça s'est plutôt bien passé. Totalement, ouais. Comme tu l'as dit dans ton podcast, un peu de présentation, comment passer d'un accouchement magique, plutôt d'une grossesse magique à un accouchement merdique. Ouais. Moi, c'est mon cas. J'ai eu une grossesse vraiment géniale. J'ai vraiment la grossesse que tout le monde peut rêver. J'ai pas du tout été malade, légèrement nauséeuse en premier trimestre, mais franchement, rien d'extraordinaire. Tout le long de ma grossesse s'est très très bien passé, aucune complication, tout était OK, les prises de sang, etc. Et tout s'est un petit peu chamboulé arrivé à la dernière écho, où là, du coup, pendant cette écho, on me dit que Robin est en siège. Donc là, portefeuille vraiment plié en deux. On ne pouvait pas voir, on n'a fait aucune écho en 3D parce que du coup, il avait sa colonne vertébrale qui était vraiment à mon ventre et sa tête, ses pieds, ses mains, tout était au niveau de mon dos. Et là, on me dit, bon, là, par contre, ça va être un accouchement un peu plus compliqué que prévu. Donc moi qui avais prévu plutôt partir sur un accouchement physiologique, on m'a dit non, là c'est plus possible, il va falloir revoir un petit peu vos idées sur l'accouchement, on va devoir plutôt partir sur un accouchement vraiment sur table avec péridurale, voire, on m'avait dit dès le début, peut-être césarienne en fonction de la position de bébé, etc. etc. Ok. Donc moi j'étais... Voilà, je dis OK, je suis pas du corps médical, donc vous me dites, pas de souci, je l'entends. On me fait passer un scanner des hanches pour vérifier si au niveau de la taille de mes hanches, il y a une possibilité quand même d'accoucher par voie basse. Ce que je fais, on me dit tout est OK, franchement, voilà, tous les voyants sont ouverts pour quand même faire un accouchement par voie basse. On essaye une version. Retourner bébé manuellement, ce qui ne fonctionne pas du tout. J'essaie tout et n'importe quoi. Je vais voir une acupunctrice qui me fait du coup de l'acupuncture, ça ne bouge pas. Il fallait que je fasse de l'encens aussi à côté de mon petit orteil pour activer. Ça ne fonctionne pas. Je vais voir un ostéopathe, ça ne fonctionne pas. Bon, à un moment donné, je me dis,
Eh ben, il est comme ça, et puis c'est tout. Je cherche pas à comprendre plus. Il a trouvé sa position. Il se sent bien comme ça. Il se sent bien comme ça, on va rester comme ça. Donc, je finis ma grossesse assez sereinement. Je me dis, ça va être un accouchement comme un autre. Voilà, je me préoccupe vraiment pas plus que ça de mon accouchement. Le moment arrive où je commence à avoir quelques petites contractions. Donc, le 11 novembre, au début, je me dis, bon, ça va, 1, 2, 3... Bon, je regarde mon compagnon, je dis, là, je pense que ça commence à travailler. L'après-midi, on n'était pas chez nous, on était chez ma sœur. Et ma sœur, fière de se dire, ah, ma sœur, elle a ses contractions chez moi, elle me filme carrément et tout. Donc, je dis, ah, super, la sœur qui filme sa sœur qui est vraiment pas bien en mode contraction au possible. En partant de chez ma sœur qui habite proche de Rennes, du coup, on va faire un petit tour à la maternité pour demander qu'est-ce qu'il en est. Et là, on me dit, oula, mais vous êtes en faux travail. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Et là, je calcule, je dis, putain, ça fait presque déjà 12 heures que je suis en faux travail. Qu'est-ce que ça va être, quoi ? Bon, je rentre chez moi et les contractions commencent à être vraiment de plus en plus dures. Mais bon, j'ai dit, de toute façon, on m'a dit de revenir que demain matin. Donc, je fais toute la nuit, je ne dors pas. Je fais un bain, j'essaye de manger, ça passe pas. Vraiment, je sens que ça commence à être de plus en plus compliqué. Je dis à mon compagnon d'aller se coucher, mais ça en reste là. Et puis, dans la matinée, un petit peu de sang. Donc là, je rappelle, ils me disent, bon, bah venez, effectivement, sur votre dossier, vous êtes en faux travail depuis un petit moment. Donc là, peut-être que ça a commencé à fissurer. Donc j'arrive à la maternité et là, dans la voiture, j'ai vu la différence entre les fausses contractions et les vraies contractions. Parce que là, je dis, j'en peux plus, là, j'ai vraiment trop mal. On arrive à la maternité et là, j'étais du coup légèrement fissurée, mais pas grand-chose. À savoir que du coup, j'étais fissurée plutôt au niveau du haut, par rapport en fait à la tête du fait qu'il était collé au niveau de mes côtes. Et donc là, elle me dit, bah, ça va être un petit peu long, mais on va vous mettre en chambre de maternité. Donc là, je commence à faire mon travail où, on me laisse un peu de côté, même si j'étais considérée comme un accouchement à risque, littéralement. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y avait beaucoup de monde à ce moment-là, mais du coup, on me laisse vraiment de côté. Moi, j'ose pas trop appuyer non plus sur le petit bouton pour qu'on vienne me chercher, qu'on vienne m'aider, donc j'essaye de faire mon travail au possible, sauf que j'ai très, 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 très mal au dos. Je pensais que c'était les contractions qui me faisaient mal au dos. Donc, en fait, j'avais plus cette optique de j'apaise mon dos, parce que j'avais limite plus mal au dos qu'à mes propres contractions. Donc, c'était plus, je me positionnais dans le lit, allongée, pour éviter d'avoir un peu trop mal au dos. J'ai pas trop avancé mon travail, c'était très, très long. Et puis, à un moment donné, du coup, il y a eu un changement d'équipe qui se fait. Et là, la personne m'a vraiment pris un petit peu sous son aile. Elle me dit, bon, allez, hop, vous venez avec moi, on va faire le tour des chambres, vous allez pousser mon chariot, vous allez marcher. Voilà, il va falloir faire travailler un petit peu tout ça. Et vraiment, effectivement, c'est là que ça s'est ouvert très rapidement. Okay. Donc là, on était au 12 novembre. Et arrivé vers les coups de 21h, on se dit, bon, allez, hop, on passe en chambre d'accouchement et on va vous poser la péridurale. Donc là, je vais pour poser la péridurale. Et là, grosse surprise de l'anesthésiste qui me dit, ah, mais vous avez une scoliose ? Non. Si. Non, j'ai pas de scoliose. Elle me dit, ah si, vous avez une belle scoliose, mais vu que vous avez un bébé qui est en siège, en fait, c'est la position du bébé qui fait que ça appuie sur votre dos. C'est pour ça que vous avez très mal au dos. Donc, elle a un peu de mal à me poser, du coup, la péridurale. Elle arrive quand même à me la poser. Donc, on va savoir, pendant qu'elle me pique, je perds les os. Donc là, je suis en train de me faire pipi dessus, mais en même temps, faut pas que je bouge, parce qu'elle me pique derrière dans le dos. Donc, elle me pose quand même la péridurale et j'arrive à dormir. Là, enfin, depuis plusieurs heures, je dors un peu, je suis apaisée. Et à un moment donné, je commence à tout ressentir. J'ai dit, merde, la péridurale fait plus effet. Je me bouge, j'appelle le sage-femme, parce que moi, du coup, j'ai eu un homme, un sage-femme, et un gynéco qui se sont occupés de moi tous les deux. Donc, j'appelle le sage-femme qui vient me voir, qui me dit, bah, bougez un peu. Des fois, c'est un petit peu pressé au niveau du cathéter, donc bougez un peu, machin. Je fais tout, et non. Là, je sens qu'en fait, littéralement, plus rien ne fonctionne. Sauf que là, je commence à me dire, là, je sens que ça pousse. Le gynéco arrive, et là, il me dit, ah oui, effectivement, on va commencer le travail, péridurale, pas péridurale. Là, faut y aller, quoi. Donc, je commence mon accouchement. Je fais une poussée. Et là, direct, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Je dis, cool. Et là, le sage-femme, le gynéco plutôt, se met à rire. Il me dit, vous savez si c'est un garçon ou une fille ? Oui, on sait que c'est un garçon. Oui, parce que là, de toute façon, je ne peux plus vous le cacher. Vu qu'il est en siège, tout est sorti. Les testicules sont sortis, une partie des fesses est sortie. Donc là, je ne peux plus vous le cacher. Donc là, du coup, je dis, super, ça fonctionne, vraiment top. Donc, je continue. Mais là, même, moi, je dis, il y a quelque chose ça se passe plus aussi bien que la première poussée, quoi. J'avais beau pousser, puis là, je vois une personne, 2 personnes, 3 personnes,
4 personnes à rentrer dans la chambre. J'étais un peu focalisée, vraiment, je me suis mise dans ma bulle, je fermais les yeux, je faisais des poussées du coup très profondes, comme ma sage-femme m'avait appris. J'avais une sage-femme libérale qui m'a fait faire du coup des préparations d'accouchement dans l'eau. Donc j'avais vraiment, elle m'a dit là c'est un bébé qui est en siège, donc il va falloir pousser de cette façon-là. Donc je m'étais mise dans ma bulle, je regardais pas trop ce qui se passait autour de moi, mais à un moment donné j'ouvre les yeux, là je dis waouh. Mais quand il y a beaucoup de monde, on sait qu'il y a un truc qui se passe. Là, il y a beaucoup de monde. Là, je réagis un petit peu à tout ce qui se passe autour de moi. J'entends en fait que ça bip de partout. Je dis, c'est quoi ce bordel ? Je regarde au niveau de la porte. Je vois une flopée de gens au niveau de la porte. Je dis, ouf, ok. Je crois que ça se passe pas si bien que je le pensais. Je continue mon accouchement. Une poussée, 2 poussées, 3 poussées. Et là, ça bouge plus. Vraiment, il n'y a plus rien qui se passe. Ça commence à sonner de partout. Il y a de plus en plus de gens à venir. Bon. Là, le gynéco a un peu une mauvaise réaction de me dire « Oh, puis même une épisio ne fonctionnerait pas. » Sauf qu'il prend quand même le scalpel. Sauf que moi, je hurle. Je n'avais pas dit un mot de tout mon accouchement, mais là, je hurle. Je dis « Mais non, mais je sens plus rien. » Ah oui, c'est vrai qu'elle a plus de péridurale. Ça, je ne l'ai pas forcément très bien pris. Et puis là, ils disent « Bon, bah, allez, on essaie encore une poussée. Et si ça ne fonctionne pas, on part en césarienne. » Ok. Donc là, je pousse de toutes mes forces. Et rien ne se passe. Donc là, ils disent « Bon, code rouge. On part en césarienne. » Ok. Donc là, un petit peu périple, parce que j'ai une infirmière ou une sage-femme, je ne sais pas son rang, qui vient entre mes jambes, la tête, du coup, les mains entre mes jambes pour appuyer en disant « Ne poussez plus, il ne faut plus que ça sorte maintenant parce qu'on change de salle. » Donc dans une position, on se dit « Ok, d'accord, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur, vous sortez, on va vous préparer du coup pour aller en césarienne. » Et en fait, la salle de césarienne était juste à côté, il l'avait déjà préparée, parce qu'il sentait le truc en fait. Donc là, on part directement en salle de césarienne juste à côté. Il m'installe tout. Monsieur, quand même, se prépare. Et là, du coup, il commence à me nettoyer. Et au moment où il me nettoie, parce que, encore une fois, j'étais tellement dans ma bulle que je parlais pas à rien. Au moment où il me nettoie, j'ai eu un réflexe de dire « Mais je sens tout !» Ils disent « Attendez, vous sentez tout ?»« Oui, je sens tout, là. » Donc là, il me pique pour vérifier. Et effectivement, réflexe. Donc là, bien sûr, je sentais tout. Et là, je vois encore le visage de l'anesthésiste qui me regarde et fait « Je suis désolée, on n'a pas le choix. » Et là, elle me met le gaz, du coup, au niveau du visage. Donc là, du coup, j'étais épuisée. Je pense en même pas 2 respirations, je me suis endormie. Donc là, du coup, il disait à mon compagnon « Vous ne pouvez pas rentrer. » Parce que du coup, là, on est sur un bloc opératoire. Donc, il m'ouvre. Bébé pleure direct. Ils sortent de la salle de césarienne, ils vont faire les premiers soins et moi, du coup, ils m'emmènent directement, ils me recoudent, ils me mettent en chambre de réveil. Donc, j'ai accouché à 3h15 et je me suis réveillée, il était environ 6h du matin. Quand je me suis réveillée, entre 6h et 6h30 quand je me suis réveillée. Et là, c'est un petit peu, le moment un peu compliqué où je me réveille. Donc, on est un dimanche matin. La salle de réveil, du coup, est vide, blanche. Je me réveille, je suis vaseuse au possible. Et le premier réflexe que j'ai, c'est que je me touche le ventre. Et là, je dis, ok, j'ai plus rien. Mon ventre est plat. Je me suis endormie, j'avais encore mon fils dans mon ventre. Je me réveille, je suis plate. J'ai plus mon fils dans mon ventre, j'ai personne à côté de moi. Ok, là, ça y est, j'ai accouché, quoi. J'ai accouché et j'étais pas consciente. Donc là, gros coup dur. Donc, du coup, je lui dis ok. C'est passé. Maintenant, il va falloir que j'aille voir mon fils. Donc là, l'infirmière vient me voir direct, me dit tout va bien, tout s'est bien passé et votre fils Robin, du coup, va très bien. Bon, ok, rassurée. Donc, ils attendent vraiment que je me réveille officiellement. Et me réinstalle du coup dans une chambre d'accouchement. Mon compagnon du coup me rejoint et là du coup le sage-femme dit à mon compagnon allez-y, je vous laisse expliquer. Il m'a expliqué quoi déjà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mon fils n'est pas là, pourquoi il n'est pas dans les bras de mon compagnon, je comprends pas quoi. Du coup là on me dit il est en néonate. Ok. Néonate, je me doute qu'il y a eu quelque chose parce que je sais un minimum que accouchement classique, néonate et préma ou réanimation. Donc je me dis, il y a quelque chose, quoi. Et là, mon compagnon me dit, en fait, il y a eu un petit souci au moment de l'accouchement. Vu que là, tu étais vraiment en code rouge, ils ont dû prendre plus de temps pour t'endormir, etc. Ça a été plus long que prévu. Sauf qu'en fait, là, c'était un peu à la vie, à la mort. Donc il fallait sortir très vite Robin. Et quand ils t'ont ouvert, en fait, ils l'ont blessé.
J'ai dit, comment ça, ils l'ont blessé, quoi. C'est quoi ce bordel? Et en fin de compte, vu qu'ils ont donné vraiment qu'un seul coup de scalpel pour m'ouvrir au niveau de la césarienne, Robin avait son ventre qui était collé à mon ventre. Et en fait, ils lui ont également fait une plaie, donc de 5 cm sur le flanc. Du coup, ils l'ont recousu. Après, ils m'ont tout expliqué après. Ils m'ont dit, en fait, le recoudre n'était pas nécessaire parce que la plaie, elle était vraiment pas profonde. Elle était juste vraiment en surface. Mais un bébé, ça s'étire dans les premiers jours. Et au moment où il allait s'étirer, la cicatrice allait également s'étirer et un peu se déchirer. Donc, ils ont préféré vraiment bien recoudre pour être sûr que tout va nickel dans les premiers jours et qu'après, la cicatrice est belle. Et c'est le cas, là, maintenant, 3 ans plus tard. La cicatrice se voit toujours par rapport à la différence de couleur. Mais à côté de ça, elle est vraiment juste un trait fin, blanc. Vraiment, elle est très, très belle. Donc là, gros coup dur. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Vraiment, déjà, je fais un accouchement sous anesthésie générale. Jamais on m'a parlé potentiellement d'une anesthésie générale. Donc, coup dur de me réveiller, le ventre plat, avoir la sensation de ne pas avoir été présente pour mon accouchement, etc. Où est ton bébé? Où est mon bébé? Et j'arrive du coup réveillée. On me dit, en fait, votre bébé est en néonate parce qu'il a été coupé au niveau de l'accouchement. Donc là, je dis, wow, c'est un petit peu beaucoup. On vérifie que moi, tout est OK. Donc là, on m'emmène en néonate. Je ne peux pas le prendre dans les bras. Je le touche seulement. Il dort, il a l'air d'être apaisé. Donc, OK. Là, on dit, allez vous reposer. Le temps qu'il est là, on lui a donné un petit peu de sucre pour l'apaiser un peu. Et puis, dès qu'il a faim, on vient essayer, du coup, si vous le souhaitez, l'allaitement. Bon, ça n'a pas duré, 1h30 après. Voilà, tac, 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 il y en a un qui a faim. OK, bon. Et donc là, on essaye, du coup, l'allaitement. Et là, ça prend direct. Donc là, trop contente parce que c'est vrai que déjà, je savais que je voulais essayer l'allaitement. Je ne savais pas si ça allait fonctionner parce que chaque personne est différente à ça. Mais là, du fait qu'en plus, j'avais cette sensation de ne pas avoir vécu les premiers moments parce que je n'ai pas vécu le premier cri, je n'ai pas vécu les premiers soins. En fait, toutes les premières heures, je n'ai pas eu le pot à pot, je n'ai rien eu de tout ça. Donc c'est vrai que je me dis, je veux créer le lien avec l'allaitement. Et par chance pour moi, du coup, ça a super bien fonctionné. Donc vraiment, l'allaitement a bien fonctionné. J'avais un peu peur de lui faire mal au début parce que je me dis, il a une plaie. Sauf qu'à savoir qu'il n'y avait pas que ça. Ah oui, oui. C'est que même s'il a eu la plaie au niveau du flanc, c'est qu'il avait également que des hématomes. En fait, il avait les testicules qui avaient noirci d'hématomes. Parce que vu qu'il y avait les testicules et les fesses qui sont sortis dès la première poussée et qu'après, il est resté bloqué comme ça pendant plus d'une demi-heure de poussée, en fait, moi, mon bassin se décontractait sur son bassin à lui. Ce qui fait que ça a fait péter quelques petits vaisseaux sanguins. Et en fait, les testicules ont commencé à noircir de sang meurtri. Donc, du coup, il avait les testicules très douloureuses, les fesses, pareil, plein d'hématomes. Il avait le flanc qui était coupé. Ouais, j'ai dit, je ne sais pas comment le prendre, j'ai peur de lui faire mal. Vraiment, un peu cette sensation, là, effectivement, c'est une poupée de porcelaine, quoi. Je ne sais pas comment le prendre. Et puis, en fin de compte, voilà, ça s'est fait. L'allaitement s'est bien passé. Et puis, l'allaitement s'est très très bien passé parce qu'arrivé à la nuit de Java, il a pris plus de 100 grammes en une nuit. C'est fabuleux, ça. Franchement, même l'infirmière, le matin, qui vient pour le peser, a dû tarer 3-4 fois la balance en disant « Attendez, j'ai un problème de balance ». Non, effectivement, il a pris en une nuit 100 grammes tellement que l'allaitement fonctionnait super bien. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté, je voulais tellement que ça prenne, je voulais tellement que ce lien se crée par rapport à tous les premiers moments qu'on n'a pas eus. Que du coup, je pense que c'était vraiment un lien tous les deux qui s'est créé. Et du coup, l'allaitement, top. Donc, je suis trop contente. On est resté comme ça, du coup, à la maternité pendant 5 jours. Donc, moi, compliqué, je ne pouvais pas du tout me lever de mon lit. J'avais des douleurs vraiment atroces au niveau de l'utérus. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi, vraiment incapable de me lever de mon lit. Du coup, le premier bain, c'est mon compagnon qui l'a fait. Les premiers changes de couches, etc., pareil. Vraiment, j'avais super mal, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, à savoir, j'ai accouché le dimanche et en fait, le jeudi, on m'a enlevé le pansement de compression et en fait, j'avais un hématome au niveau de l'utérus. D'où le fait que j'avais très très mal. Et en fin de compte, au moment déjà on m'a enlevé le pansement de compression, ça allait beaucoup mieux. Je pense que ça a commencé un petit peu à s'évacuer. Et j'ai pu sortir de la maternité dès le lendemain. Parce qu'en fait, tout était OK. Robin avait pris du poids. Moi, j'ai pu me lever de mon lit assez rapidement au moment où on m'a enlevé le pansement. Donc, on est parti le vendredi, du coup, à la maison.
Et là, il est resté en néonate finalement que quelques jours, à peine. En fait, il est resté en néonate vraiment les 2 premiers jours, histoire de surveiller que tout était OK. Et en gros, en fait, il me l'emmenait dans la chambre. Et dès que j'avais besoin, c'était la néonate qui prenait le relais, que ce soit la nuit ou la journée. Mais en fait, voilà, il était avec nous le 3/4 du temps et il allait juste quand on avait besoin en néonate. Mais c'est tout, quoi. Donc ça a été en soi une néonate assez légère quand même. Ok, tant mieux dans un sens. Mais en même temps, c'est comme on en avait parlé déjà, une entrée en maternité assez particulière aussi. Ouais, c'est ça. Je m'imaginais pas vraiment tout ça, quoi. Donc on rentre à la maison après. Donc savoir que pendant quand même que j'étais à la maternité, le gynéco est venu tous les matins vérifier que tout était OK et surtout il s'en voulait énormément d'avoir coupé Robin. Donc il vérifiait également que la cicatrice de Robin allait bien. J'ai le sage-femme qui est revenu me voir aussi pour m'expliquer un peu ce qui s'était passé. L'anesthésiste également qui est revenu me voir en chambre pour voir tout ce qui s'était passé. Donc vraiment, j'ai senti que même eux, ça les avait un peu bouleversés, tout ce qui s'était passé pendant l'accouchement. Ils sont venus me voir. Alors c'est drôle parce qu'ils n'arrêtaient pas de me dire « Vous inquiétez pas, hein, chaque accouchement est différent. Faut pas que ça vous bloque si vous voulez un deuxième plus tard. » Je dis « Non, je sais bien. Ça me bloque pas. On verra bien ce qu'il en est plus tard. » Mais c'est vrai que voilà, une maternité un peu complexe. Je pense que je me rendais pas forcément compte de tout ça. C'est vraiment arrivé à la maison où là, je me dis « Wow, ça y est. » Je suis à la maison, mais alors par contre, j'ai très mal. Je peux pas monter les escaliers. On a une maison du coup à étage. La chambre de notre fils était censée être à l'étage. Donc là, je dis bon, on change tout. On ramène tout pour le changer, etc. sur la table à manger. Notre chambre à nous, par chance, était en bas. Donc il y avait le cododo. Mais là, du coup, on se rend compte que... Est-ce que c'est l'accouchement sur le moment, on ne savait pas. Mais petit problème, c'est que Robin ne voulait pas dormir hors de nos bras. Mais vraiment, c'était des hurlements dès qu'on le posait au moment de dormir. Alors au début, on ne comprenait pas forcément pourquoi. On s'est dit, merde, il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être juste une peur, une crainte. Voilà. Donc on passe vraiment les premières semaines compliquées, où de peur de l'écraser un peu dans le lit, premier bébé, on ne sait pas trop. On dormait en fait... semi-assis dans le canapé avec lui dans nos bras. Donc on échangeait avec mon compagnon pour que l'un puisse dormir un peu dans le lit, etc. Et au bout de quelques jours, je me dis, il y a un problème, quoi, c'est pas normal. Et je vais voir du coup ma sage-femme libérale pour vérifier que tout est OK, le poids de Robin, etc. Et là, elle me dit, oh, je pense que votre fils a le réflexe de Moreau. Donc là, j'ai dit, mais c'est quoi le réflexe de Moreau ? Tu vas nous expliquer ça. Donc le réflexe de Moreau, en fait, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cou, où effectivement, c'est souvent les enfants qui sont nés en césarienne parce qu'ils sont naturellement pris par la tête pour les faire sortir du ventre. Et en fait, ça stimule alors je ne sais pas si c'est un nerf ou un os, je ne saurais pas dire exactement ce que c'est, mais ça stimule le Moreau, justement, qui est dans la nuque. Et c'est comme si, nous, adultes, quand on dort, on loupe une marche ou on tombe des escaliers, on se réveille en sursaut. Le réflexe de Moreau, c'est ça. Donc, chez les enfants, dès qu'ils ont la tête qui penche un petit peu vers l'arrière, ils ont ce réflexe-là où il y a les 4 membres qui partent vers les extérieurs. Donc, vraiment, il ouvre en étoile, c'est ça. En étoile, il ouvre les bras et les jambes. Et après, il se resserre. Vraiment, il se recroqueville un peu en mode fœtus. Et en fait, c'est vraiment ce réflexe-là, ce qui fait que ça les stimule tellement, ça les réveille et ils se mettent à hurler. Et ils en ont peur, en fait. Donc, d'où le fait que je ne pouvais pas l'allonger sur le dos. Sauf que moi, à la maternité, on dit... Bébé dort sur le dos. Oui. Donc moi j'écoute ce qu'on me dit. Donc je mets bébé sur le dos, sauf qu'impossible. Donc c'est pour ça qu'il dormait en fait sur nous. En fait il était sur le ventre. Donc moi je vais voir une dame, une réflexologue qui le stimule en fait au niveau du Moreau. Et en l'espace de 2-3 semaines... Nickel. J'ai pu le remettre sur le dos sans souci. Mais il a quand même ce réflexe de dormir sur le ventre encore maintenant. Il a 3 ans et il dort toujours sur le ventre. Donc pareil, ça a été un petit peu compliqué par rapport aux assistantes maternelles parce que c'est interdit. Mais du coup, voilà, on a fait en sorte du fait que déjà j'ai pu aller voir une personne qui l'a stimulé par rapport à ça. On pouvait quand même le mettre sur le dos. Bon, dès qu'il a quand même eu l'âge de se retourner, il s'est mis sur le ventre très rapidement. Ouais. Il y a beaucoup de bébés, justement, comme tu dis, qui sont nés par césarienne, qui ont ce réflexe de Moreau. Moi, j'en ai vu mes filles, d'ailleurs, mais c'est assez impressionnant de voir le moment où le lever de poignet. C'est ça, totalement. On se dit, mais wow, qu'est-ce qu'il a ? Et en fin de compte, quand la réflexologue m'a expliqué, elle me dit, mais c'est comme si vous, dans votre sommeil, vous loupez une marche, vous réveillez en sursaut. Lui, c'est exactement la même chose. Donc, vous imaginez, à chaque fois que vous le posez sur le dos, il a ce réflexe-là.
c'est brutal, quoi. Donc, mais après, ça s'est remis dans l'ordre et on a pu le mettre à dormir tranquillement. Donc là, on a... Vous avez dormi ? Voilà. On a pu enfin dormir parce qu'il faut se dire que dormir avec un bébé sur soi, on dort pas réellement. Alors, c'est pour ça qu'on nous le dit, c'est pas très bon de le faire, mais on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut. Et Exactement, ouais. des fois, on a le choix, des fois, on n'a pas le choix. Ouais. Et puis, c'est vrai que parfois, quand on met le bébé à côté de toi avec le cododo même, ok, ça peut passer, mais puis il y a des bébés qui veulent être vraiment collés, comme tu disais, et là, avec le besoin d'être rassurés aussi, sans doute. Exactement. Parce que la césarienne, ça reste quand même une épreuve aussi pour le bébé. On l'oublie souvent, c'est compliqué pour la mère, ça c'est évident. Après, il y a des mères qui le vivent extrêmement bien, mais ça n'empêche que ça reste une intervention chirurgicale majeure, il faut le rappeler. Et une anesthésie générale, en plus, ça fait aussi qu'il y a une fatigue encore plus importante. Totalement, on le dit. Pour qu'une anesthésie générale parte à 100% de notre corps, il faut 5 ans. C'est ça. Donc, du coup, c'est vrai que les premiers jours, on est épuisé. Alors, pareil, j'ai des amis qui ont accouché en césarienne. Elle m'a dit, mais dès le soir même ou dès le lendemain, j'étais debout. Mais après, chaque accouchement est différent, chaque césarienne est différente. Et si effectivement on accumule ça avec en plus l'anesthésie générale, le corps a beaucoup plus de difficultés à se remettre. Et moi, je m'en suis rendu compte. Parce que du coup, on en arrive au postpartum. Arrivons à ce sujet. Le postpartum, comment dire que moi, je l'ai super mal vécu. Ouais, ça a été un postpartum un peu compliqué. Je me retrouvais des soirs à pleurer, à me dire, mais bordel, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi. Ouais. Réellement, je me dis, mais pourquoi j'ai eu un accouchement comme ça ? Vraiment, je me posais beaucoup de questions, de me dire, mais mince, quoi. Et puis, jamais on m'a parlé qu'un accouchement pouvait quand même aussi mal se passer. Vraiment, encore une fois, il y a un tabou sur la maternité, il y a un tabou sur les accouchements compliqués. On nous dit brièvement, oui, bon, voilà, chaque accouchement est différent, il peut y avoir des petites choses qui se passent mal, mais de là à nous dire que vraiment, on peut déjà encore en 2022 et encore maintenant, en 2026, accoucher sous anesthésie générale, ça, nous en parle pas. Non. Quand je suis allée voir du coup l'anesthésiste pendant ma grossesse pour vérifier que tout est OK au niveau de mon dos, etc., elle m'a dit, il y a possibilité du coup au niveau de la péridurale que ce soit pas forcément, ça se passe pas bien, on peut mettre des rachis, machin. Elle a dû brièvement passer peut-être anesthésie générale, mais je pense que ça a dû durer 1 seconde quand elle l'a dit et ça s'est arrêté là. Jamais, vraiment jamais pendant ma préparation d'accouchement, pendant ma grossesse, on m'a parlé d'une anesthésie générale. Et c'est ça qui a été vraiment le plus dur d'accepter. OK, on part en césarienne, ça, il n'y a aucun souci. Je l'entends, c'était aussi pour le bien et pour la vie de mon fils comme pour moi, parce qu'on était tous les deux vraiment dans un état malheureusement pas très beau. Donc c'était vraiment pour notre vie à nous, ça, OK, je l'entends, mais on ne prépare vraiment pas à des choses comme les anesthésies généraux, où là, quand on se réveille, vraiment, c'est un choc, quoi. Oui. Quand on se réveille, on se réveille, on a le ventre, on s'endort, on a le ventre, on se réveille, on est plate. Et là, on est seul. On n'a personne à côté de nous. Et là, dans la tête d'une maman, de se dire, OK, j'ai accouché, mais en fin de compte, j'étais pas présente, je dormais. J'ai pas entendu son premier cri, j'ai pas vu ses premiers soins, j'ai pas fait de peau à peau, j'ai rien fait de tout ça, quoi. Donc c'est vrai que pour une maman, c'est compliqué de se dire, est-ce que j'ai réellement accouché ? Est-ce que vraiment j'ai accouché ? Parce que là, j'en sais rien, en fait. J'étais pas là, j'étais pas présente, tout ça. Donc, ça a été compliqué. Et je pense que c'est aussi toutes ces questions-là qui ont fait que mon postpartum n'a pas forcément été facile. Et j'ai pas eu l'impression que le corps médical m'a réellement aidée à avoir ce postpartum facile. Pas soutenu, tu penses ? Ouais. Pas du tout. J'ai eu une psychologue qui est venue à la maternité. Je crois 2 jours après mon accouchement. Voilà, ça s'est arrêté là. Non, ça c'est pendant 10 minutes. Du coup, pendant 10 minutes, j'ai chialé. Je lui ai dit mon ressenti et ça s'est arrêté là. Voilà. Donc, mais pour tout le corps médical, même si, comme je disais, ils sont venus me voir dans la chambre pour me rassurer, j'ai vraiment pas eu le soutien que je pense j'aurais dû avoir, surtout après une épreuve comme ça. Heureusement pour moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Je suis très proche de ma sœur. Et ma sœur, du coup, qui a eu un enfant avant moi,
était là pour me soutenir, etc. Mais franchement, dans ces conditions, je pensais qu'on allait avoir un peu plus de soutien. Et non, en fait, si on ne cherche pas nous-mêmes le soutien en postpartum, en fait, on ne l'a pas naturellement, quoi. Et je pense que c'est important de le souligner, que vraiment, un postpartum, ça peut être très compliqué, déjà pour un accouchement classique. Mais alors, quand on a des accouchements qui sont complexes, c'est encore plus important d'avoir ce suivi derrière, parce que on parle des déprimes postpartum, mais ouais, ça arrive. Moi, je me suis retrouvée à avoir des idées noires, vraiment à être bien loin quand même dans la petite déprime postpartum. Et je dis, wow, il va falloir que je me relève. Alors, par chance pour moi, je suis quelqu'un de très positif de nature. J'ai remonté la pente très très vite. Je dis non, mais je peux pas rester comme ça. À un moment donné, j'ai mon fils à côté de moi. Il va falloir que j'avance. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que quand on a d'une nature un petit peu morose, on peut aller très très vite, très bas, quoi. Oui, et puis les dépressions postpartum, elles sont très compliquées. Parfois, on ne se rend pas compte. C'est quand l'état il commence vraiment à dégénérer au bout de plus de 2 semaines, où il y a les idées noires, la fatigue qui prend le dessus. Et plus que ça, la dépression, là, je ne donne que quelques symptômes. Mais à un moment donné, je pense que les proches, en général, conjoints ou conjointes, ils voient bien, en général, oh là, il y a un truc qui se passe. Et c'est parfois aussi la personne qui vit une dépression postpartum a du mal aussi à se rendre compte, parce que tu es tellement dedans que Exactement. C'est dur de se dire, prendre du recul sur une situation comme ça. C'est ça. Ouais. Non, mais totalement. Après, et puis ça peut être long. On se dit, bon, allez, j'ai remonté la pente au bout de quelques semaines. Et en fin de compte, on peut aussi avoir des petites rechutes quelques mois après en se disant, ouais, non, en fait, je suis peut-être pas passée au-dessus de tout ça. Et c'est vrai que c'est quand même très important. Ça reste aussi malheureusement un coût financier personnel de se dire, il faut que je me fasse aider. Tout le monde n'a pas malheureusement les moyens aussi de le faire. Et c'est vrai que c'est quand même très, très important, que ce soit un accouchement classique ou que ce soit un accouchement un peu merdique. C'est important quand même d'avoir du soutien, que ce soit amis, famille ou des personnes du coup qui sont là pour ça dans leur métier. Parce que du coup, oui, effectivement, on peut vite un petit peu être morose, voire même plus, quoi. Et puis trouver le ou la bonne thérapeute, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui soit à l'écoute. Là, par exemple, la psychologue de l'établissement, c'est peut-être un très moyen. Ouais, elle peut être très bien sur certaines choses, mais pas pour tout, quoi. Voilà, et puis c'est là où c'est compliqué, parce que comme tu dis, on est soutenu, mais jusqu'à quel point ? Ouais, totalement, c'est ça. Ouais. Donc, tout le monde va bien. Oui, mais ça n'empêche que c'est intéressant de pointer du doigt aussi que c'est une période qui peut être douloureuse. Et puis moi, ayant eu, comme tu sais, de césarienne, j'en parle beaucoup de cette question qu'on oublie vite que c'est une intervention chirurgicale majeure, et que derrière, qui est là pour nous aider, parce que finalement, c'est un cheminement aussi, c'est accepter. Et quand je t'entends, quand je t'écoute, je me dis oui, c'est important de se réapproprier son corps, de se dire il y avait vraiment un bébé là, il est sorti. Ouais. Et c'est pour ça que moi, souvent, quand j'accueille mes invités, les mamans, je dis souvent que c'est un mot qui se démocratise un petit peu plus maintenant. On parle beaucoup d'accouchement par voix haute, ouais. Parce que du coup, se rendre compte aussi, oui, j'ai accouché par voix haute, et même si en effet, j'ai pas poussé et que le bébé n'est pas sorti vaginalement comme on aurait souhaité, par exemple, ce bébé-là, il vient de moi, et c'est mon bébé. C'est ça, mais c'est vrai que justement, dans une situation comme la mienne où on n'est pas conscient, oui. C'est encore plus compliqué de se le mettre en tête, quoi. Parce que c'est vrai que moi, vraiment, l'accouchement du coup par voie haute, l'accouchement césarienne, me faisait absolument pas peur. Vraiment, je me dis, mais c'est comme ça. Je sais que j'ai des amis où, oh non, la césarienne, ça me fait peur, etc. Moi, la césarienne, pas du tout. C'est vrai là, justement, on m'avait préparé. Vu qu'on m'avait dit, voilà, bébé est en siège, et puis quand même un beau siège. Dans la position où il est, on a essayé les versions, machin, ça ne fonctionne pas. On m'avait quand même bien préparé en me disant, il y a de fortes chances d'avoir une césarienne. Bon, moi, franchement, je suis partie en me disant, ok, si j'ai une césarienne, j'ai une césarienne. Ça ne me faisait pas peur du tout. On va dire un peu dans l'histoire familiale, ma maman, du coup, a accouché de 3 enfants en césarienne. Ma grand-mère a également accouché beaucoup d'enfants en césarienne. Donc, vraiment, je me dis, j'ai vraiment pas peur de la césarienne. C'est un accouchement comme un autre. Et puis, si je dois accoucher en césarienne, ça se fera comme ça. Et puis voilà, c'est aussi la santé. Quand on part quand même sur un accouchement en voie haute, c'est aussi une question de santé de l'enfant ou de la maman. Tout à fait. Et du coup, je dis, voilà, c'est la santé avant tout. Il faut qu'on soit bien, il faut qu'on soit en vie, tout ça. Donc,
je partais vraiment très sereinement sur la césarienne parce qu'on me l'avait préparée. Mais l'anesthésie, jamais on m'en a parlé. Et c'est plus ça, en fait, qui a été compliqué à accepter. C'est vraiment se dire que, ouais, on dort et on n'entend pas tous les premiers moments de vie d'un enfant. Alors, mon compagnon les a entendus, il m'en a parlé, etc. Mais c'est toi. Mais moi, la sensation de me dire, ok, mais j'étais pas là. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si, justement, c'est après je le sais, effectivement, voilà, il y a eu une blessure, il y a eu tout ça. Et en fait, il y a quand même eu beaucoup de petites complications supplémentaires. Alors déjà, il fallait que j'accepte d'avoir accouché sans être présente, que du coup, en plus, moi, physiquement, c'est très compliqué, parce qu'en plus de ça, j'ai fait un hématome au niveau de l'utérus, donc je pouvais pas bouger, j'étais très douloureuse, et en plus de ça, on me dit, quand je vous ai ouvert, j'ai également ouvert votre fils, donc il a une plaie de 5 cm. Waouh. Ouais, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, c'est un camion de 3 tonnes qui te... Ah, mais c'est totalement ça. Là, je dis, là, je me prends un gros coup de fouet dans la tronche. Là, je me dis, ok, accepte tout ça, quoi. Du haut de tes 25 ans, accepte que tu as eu un accouchement merdique. Ton bébé va bien, mais il a des séquelles. C'est assez violent. Alors après, maintenant, on va dire, 3 ans plus tard... tout va bien. Robin, c'est vrai que je lui en ai pas forcément parlé au début de sa cicatrice parce que, c'est vrai qu'il est petit, donc il posait pas la question. Pour lui, il a toujours eu ça, donc pareil. Et c'est vrai que maintenant, à 3 ans, je me suis rendu compte que c'était quand même important de lui expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé, pourquoi il a ça sur le corps, pourquoi pas les autres. Et du coup, je lui ai bien expliqué que Robin, tu vois, tu as une petite cicatrice au niveau du flanc. Donc je lui montre le petit trait que tu as sur le côté de ton ventre. Et maman, elle l'a aussi, en bas du ventre. Donc je lui montre aussi. Tu vois, on a le même bobo tous les deux. C'est normal, c'est quand tu es sortie de mon ventre, le bobo est apparu, comme moi, mon bobo est apparu. Et il le comprend très bien. Et des fois, il me dit, tu sais, maman, tu as le même bobo que moi. Hein. Je dis, oui, j'ai le même bobo que toi. Donc, mais c'est important d'en parler, même s'il faut trouver aussi le bon moment pour en parler. Et je pense que c'est important quand même que lui, il se rende compte de ce qui se passe. Parce que quand il voit les autres mamans ou les autres enfants, il n'y a pas tous ces bobos-là. Oui. Nous, on les a. Et ça en fait une force. Oui. Depuis qu'il est tout petit, moi, je dis, mais t'es un champion, en fait. T'es un champion, et encore maintenant, chaque fois, ce matin, quand je le dépose à l'école, je suis allée, bonne journée, mon petit champion. Il fait, ouais, moi, je suis un champion. C'est ça. C'est super important, quoi, d'en parler et de trouver les bons moments et les bons mots, quoi. Je me souviens que tu m'avais dit, quand on s'était parlé la première fois, que la cicatrice, tu l'appelais la cicatrice du guerrier, c'est ça ? La cicatrice du guerrier. Je dis, t'es un petit guerrier. T'as eu une cicatrice même avant d'arriver au monde, en fait. La cicatrice, tu l'as eue, t'étais encore dans mon ventre. Donc oui, c'est la cicatrice du guerrier, ça, c'est clair. C'est une histoire à la fois, je trouve, c'est passionnant, les histoires d'accouchement, parce que du coup, tu entends des choses très dures parfois, et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime beaucoup parler au niveau de Cass & Pose, parce que du coup, de parler de la nuance, et parfois, il y a des choses qui sont juste très dures, et puis c'est comme ça. C'est ça. Et puis il y a des fois, il y a un peu de tout. Puis là, tu vois, 3 ans plus tard, tu es émue, je sens. Ouais, totalement. Ouais, et merci de ce partage. On arrive presque au bout de cet enregistrement. Donc là, du coup, la question, je vais te poser la question de message pépite dans quelques minutes, mais avec 3 ans de recul maintenant, qu'est-ce que tu retiens de ce premier accouchement ? Tu nous as un peu dit là déjà, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens plus que ça ? Je pense, je vois que tu me parles beaucoup de ce qui est important, de parler de l'anesthésie générale. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que plutôt ça le plus important ? C'est vraiment important de garder en tête que tout accouchement est différent, effectivement, d'un accouchement à un autre. Moi, j'ai eu cette chance d'être présente à l'accouchement de la première de ma sœur, ou un accouchement de rêve, en 3 poussées, la petite pépette, elle était là. Donc, et puis, le côté aussi... tout le contour de la maternité, on nous parle de ce genre d'accouchement. On nous parle des accouchements qui se passent bien, où il peut y avoir des petites choses. Mais c'est vrai que c'est très important de se renseigner, d'en parler. Alors maintenant, j'ai une amie qui est tombée enceinte l'année après, qui n'avait pas du tout la même sage-femme que moi, mais qui a entendu parler de mon accouchement. Ah oui. Ouais. Elle m'envoie un message après un cours de préparation à l'accouchement qui me dit « Meuf, on a parlé de toi. »
Comment ça, on a parlé de moi? Elle me dit, je t'assure, en fait, ma sage-femme va de temps en temps, du coup, à l'hôpital où j'ai accouché, faire des... Comment on appelle ça? Des ateliers, des choses. Non, vraiment, elle fait également des accouchements là-bas. Et du coup, entre sage-femme, en fait, mon histoire a fait le tour de l'hôpital. Et du coup, elle qui est sage-femme, du coup, libérale, eh ben, elle en parle. Elle en a parlé après, pendant ses cours, en disant « Chaque accouchement peut être compliqué. Il existe des accouchements, c'est très rare. Ça fait que 1% de la population française, 1% des accouchements, mais ça arrive, il y a des accouchements qui se font en anesthésie générale. » Et là, du coup, ça a été le cas l'année dernière, un petit bébé en sage. Et là, ma copine, elle me dit « Mais on a parlé de toi pendant 1 heure !» Je dis « Comme quoi, dans un sens, j'en suis contente. » Ouais. J'en suis très contente que du coup, mon accouchement, je pense, ça a fait un petit rappel aux corps médicaux de se dire, et ouais, ça arrive, et il faut peut-être en parler pour préparer en fait les futures mamans, que justement, c'est des choses qui arrivent, donc que ça m'a fait rire sur le coup. Je dis, c'est chaud, on me parle de moi quand même. Ok. Mais en même temps, je suis super contente parce que ouais, mon expérience permet vraiment d'en parler aux futures mamans, de se dire, ça arrive et il faut s'en préparer. Parce que du coup, effectivement, si on n'en parle pas, encore une fois, le tabou est très présent dans la maternité, dans l'accouchement. On ne veut pas trop dire que ça peut mal se passer. Et si, c'est super important d'en parler. Okay. Merci à toi. Avec grand plaisir. Alors, message pépite, donc les messages joyeux et les messages coup de gueule. Message pépite, vraiment, moi, le moment qui nous a fait beaucoup rire avec mon compagnon, c'est quand le gynéco nous a dit bon, là, je peux plus vous le cacher, tout est sorti, c'est un petit garçon. Donc ça, c'est vraiment un moment qui m'a fait beaucoup rire, qui a apaisé vraiment toutes les tensions au moment de l'accouchement. Donc voilà, moi, je suis très contente d'avoir donné au monde un petit garçon, certes dans ces conditions-là. Mais le petit message coup de gueule, c'est que vraiment, il faut parler des accouchements qui peuvent être complexes, des anesthésies générales. Il faut en parler parce que ça arrive. Et si on n'en parle pas, les mamans ne sont pas préparées. Et ça fait que du coup, derrière, on peut avoir un postpartum qui est compliqué. Et si on ne nous en parle pas, avec du coup les préparations d'accouchement, c'est important justement d'écouter des podcasts qui nous en parlent. Important de lire des livres. Vraiment, c'est pas anodin en fait de donner au monde un enfant. Même si on se dit oui, j'ai eu des frères et sœurs que j'ai limite éduqués parce que je suis la plus grande de la famille. Un enfant que nous on a et puis on se retrouve quand même du jour au lendemain à la maison. Seul, sans l'accompagnement du corps médical à côté. Et c'est vrai que quand en plus de ça, il y a des petites complexités, maman ou enfant, ça peut être difficile. Donc vraiment, le coup de gueule, c'est il faut enlever ce tabou sur la maternité. Il faut vraiment l'enlever. C'est vraiment ça, c'est un mot que il faut enlever tout ça, il faut parler de tout ce qui peut se passer en bien comme en mal. Ça ne me bloque pas si je veux un deuxième plus tard. Je ne suis pas du tout bloquée à avoir un deuxième enfant plus tard. Je me dis, encore une fois, chaque accouchement est différent. Bon, ça peut pas être pire. Mais littéralement, ça peut pas être pire que le premier. Donc ça peut que bien se passer. Mais ce que tu dis est tout à fait juste. C'est-à-dire que, en fait, ce que je vois autour des mamans que je connais, que je côtoie, c'est qu'on a un vrai sujet, peu importe finalement, là tu en parles d'anesthésie générale, ça peut être le deuil périnatal, tous les sujets liés à la maternité, et c'est assez complexe. On revient toujours sur les mêmes questions de... En fait, il faut être contente d'avoir eu ce bébé qui est en bonne santé, ou si sur d'autres sujets beaucoup plus compliqués, un bébé qui décède, tu auras un deuxième après, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ça montre aussi à quel point la société n'est pas prête parfois à accepter nos difficultés, parce que c'est pas facile. Comme tu dis, tu sors de l'hôpital et tu reviens à la maison et tu n'es plus toute seule en fait. C'est ça, c'est vraiment c'est super important de bien d'être entourée. Vraiment, faut être entouré et puis faut pas se dire que tout est acquis. Parce que vraiment, pour moi, un petit peu tout était acquis pendant ma grossesse. J'ai tellement une grossesse
je dis, sans aucune complication, vraiment une grossesse formidable que j'aimerais que toutes les femmes ont des grossesses comme la mienne, parce que j'ai presque pas pris de kilos. T'étais bien, quoi. J'étais bien et j'étais tellement heureuse d'être enceinte et tout le monde sait, je suis rayonnante, j'ai un teint splendide, des cheveux magnifiques, les ongles d'une longueur absolue. Vraiment, j'ai une grossesse au top. Jusqu'à ce qu'on me dise, voilà, petit bémol, il y aura un accouchement qui sera différent. Mais encore une fois, je me dis, ok, un accouchement différent que je l'avais prédit, c'est pas grave. Ça va être un accouchement comme un accouchement. Mais en fin de compte, non. Il peut y avoir vraiment des choses qui arrivent et qu'on n'est pas préparé. Donc en fait, même si on se dit tout va bien se passer, j'ai un accouchement au top, ça peut que bien se passer, même si le corps médical me dit tout est ok, tous les voyants sont verts, franchement ça va se passer nickel. Non, il peut toujours avoir, du coup j'ai ça en tête maintenant, il peut toujours avoir des petites complications et c'est important quand même de le garder en tête et de se préparer à justement ces petites complications qui peuvent arriver à la dernière minute pour que derrière, notre postpartum, notre acceptation à tout ça soit plus facile. Voilà. Merci. Comment est-ce que tu te sens maintenant, là, en cette fin d'enregistrement ? Bien, je suis très très contente vraiment de faire partie de ça pour vraiment ouvrir cette discussion sur justement les accouchements qui peuvent être compliqués et le postpartum derrière qui peut être compliqué. Moi, l'anesthésie générale, ça a été un gros coup dur. Maintenant, 3 ans après, je me dis, ça a permis quand même d'avoir un accouchement sans douleur pour moi. Sans douleur également pour mon fils. Donc, j'ai eu l'anesthésie générale. C'est pas pour rien. C'était pour notre santé. Mais c'est vrai que, faut l'accepter. Maintenant, 3 ans après, je l'ai accepté. C'est comme ça. Il va bien. Je vais bien. Et puis, Inch'Allah, on verra ce qui se passera plus tard. Merci beaucoup pour tes mots. Merci pour ta délicatesse. J'ai trouvé ça très beau de t'écouter, de parler de tout ça avec une fluidité. Et on sent que tu connais ton sujet parce que tu l'as vécu et tu as travaillé sur toi aussi. Ouais, totalement. Ça se sent. Ouais. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir fait partager tout ça. À bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Casse & Pause. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serais reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter, pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.